Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Après la délibération du résultat du brevet d'études du premier cycle BPC, les candidats admissibles affrontent les épreuves sportives et orales depuis ce mardi matin. Nous sommes allés constater l'effectivité du démarrage de ces épreuves. Le Bénin, le Sénégal et le Ghana ne sont plus des pays d'immigration sûrs. C'est une décision du Conseil d'État français après un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Quelle analyse peut-on faire de cette décision? Vous suivrez la lecture d'un consultant en relations internationales dans cette édition. Et puis, 140 lycéens enlevés dans leur pensionnat par des hommes armés au Nigeria pendant la nuit du dimanche à ce lundi. Une troisième attaque en 3 jours dans cette région de Kaduna. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la phase orale et sportive du BPC 2021 est effective depuis ce matin. Les candidats qui ont fait le modèle long seront évalués demain, soit en allemand ou en espagnol. Clémence Tonocoin et Fiacre Voitan sont allés se convaincre de l'effectivité du déroulement de cette deuxième phase de cet examen au Collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Les candidats admissibles au BEPC 2021 ont démarré ce mardi 6 juillet la phase orale et sportive de l'examen. Pour le compte de cette journée, seuls les candidats de la série modèle court sont concernés. Ils subissent l'épreuve orale en anglais. La sœur Florence Laourou, chef centre au Collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, nous donne plus de précisions. Ce matin, nous avons commencer les épreuves orales en suivant la programmation qui a été faite par la direction départementale. Donc nous recevons toute cette journée les candidats ayant composé un modèle court dans les centres du CG de Gamin, CG d'Antopa, CG Collège Notre-Dame des Apôtres, CG Saint-Rita et CG du Lac. Modèle court ce matin. Demain, nous allons recevoir les candidats ayant composé dans les mêmes centres, mais cette fois-ci en modèle long. Nous avons eu les listes des candidats admissibles et comment dit-on, les fiches et les tests sur lesquels ils seront interrogés. Donc les surveillants interrogateurs aussi étaient là. À 7 heures déjà, nous avons essayé de faire le dispatching, de répartir les candidats par rapport au nombre de professeurs interrogateurs que nous avons et nous les avons disposés dans les salles de classe. Donc les candidats passent et ils subissent l'interrogation, ils émagent pour prouver qu'ils sont là et puis ils rentrent chez eux, quitte à aller composer l'épreuve sportive demain. Visage décontracté, les candidats, après leur passage devant l'examinateur, tiennent le même langage. Ça s'est bien passé. Quelques-uns d'entre eux ont accepté se prêter à nos questions. Ça s'est très bien passé. Premièrement, je me suis présentée et il m'a demandé dans quelle école j'étais. Donc je lui ai répondu quel âge j'avais. Après, il m'a donné une partie du test à lire. Et c'était tout. Dans l'ensemble, c'est bon. Ça s'est bien passé, il nous a posé des questions basiques, mon nom, mon âge, d'où je viens. Mais c'était abordable, c'était pas compliqué. Ça s'est bien passé, il n'y avait pas de questions. C'était facile, c'était abordable. Pour moi, il m'a posé des questions personnelles. What's your name? Who are you? What are you? Les candidats de la série modèle long planchent demain, mercredi 7 juillet 2021. Dans le même registre, la correction des copies du baccalauréat session de juin 2021 a démarré ce lundi 5 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au CEG, le Nokoué de Cotonou, l'un des centres de correction, 456 correcteurs et contrôleurs sont retenus pour apprécier 60 000 copies. Le superviseur général du centre, Eloge Agbossou, nous donne plus de précisions. Il est au micro de Clémence Tonocoin et de Fiacre Voitan. Nous avons eu d'abord une réunion avec les présidents de sous-commission. À cette réunion, nous avons rappelé les instructions, la procédure, leurs responsabilités dans la correction.
Parce que les présidents de sous-commission ont sous eux les contrôleurs et les correcteurs. Chaque contrôleur a sous sa responsabilité 4 correcteurs. Nous avons donc au total, nous avons 7 ateliers de français, mathématiques, SVT, histoire géo, PCT et français. Nous avons 7 ateliers ici. Après ces petits exercices, qui sont des rappels nécessaires au bon fonctionnement de la correction, les différents ateliers ont fait ce que nous appelons le corrigé type. L'Office leur a donné un canevas dans leur discipline et de façon consensuelle, ils vont refaire le corrigé type pour que chaque correcteur puisse maîtriser son corrigé type. Et ils ont fait ensuite, presque dans tous les ateliers, une ou deux corrections communes pour que tout le monde maîtrise la procédure de correction, le barème et ce qu'il faut pour qu'il y ait l'équité, pour qu'un candidat ne soit pas lésé, pour que nous ayons un bon bac comme toujours. L'opération est prévue pour durer suivant les ateliers. Il y a les ateliers de 4 jours qui vont finir dans 4 jours, les ateliers de 5 jours et les ateliers les plus lourds, français et philosophie, ils ont 6 jours. Après ça, notre équipe va se mettre à saisir les notes. Après la saisie des notes, nous allons faire la simulation. Et après la simulation, la première délibération est prévue pour le 14 juillet. Le bac est fait pour le candidat moyen. Les épreuves ont été données pour que le candidat moyen puisse réussir. Sachant que les établissements ont fait leur travail, ont suivi les élèves pendant les cours et ont fait les exercices nécessaires, je crois qu'on peut rester optimiste. Et à la sortie des épreuves, les interviews auprès des candidats, ils ont presque tous dit que c'est très abordable. Gardons donc espoir pour que nous puissions dépasser les taux des années passées. Depuis le vendredi dernier, le Bénin ne fait plus partie de la liste des pays d'immigration dits sûrs. C'est une décision du Conseil d'État français après un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Quels sont les probables impacts d'une telle décision? Morgan Assoba, consultant en relations internationales, nous livre sa lecture. Il est au micro de Frédéric Espoir Mambou et de Jean-Baptiste Bocon. Il faut penser à 2 lectures possibles, une lecture diplomatique et une lecture culturelle. Et il faut déjà commencer par retenir que cette liste est une liste assez controversée. Et il n'y a pas que le Bénin qui a été retiré. Vous avez le Ghana, vous avez le Sénégal. Donc ça fait 3 pays. Alors la lecture diplomatique est celle qui veut que la France, comme un État, puisse quand même, au travers de ses institutions, que ce soit publiques ou privées, faire en sorte que ses intérêts soient promus. Et nous savons tous que les intérêts de la France, c'est d'abord les droits de l'homme. C'est ce que la France met au devant de la scène. Et en parlant des droits de l'homme, les critères d'appréciation de cette structure sont bel et bien le respect des libertés publiques et surtout le droit des LGB, les gays et tout le reste. Donc voilà 2 critères assez majeurs. Et lorsque vous regardez ces critères qui entrent dans le cadre des droits de l'homme et vous tenez compte aussi du cas des demandes d'asile qui ont augmenté du côté des Béninois, des ressortissants béninois vers la France, vous comprenez le souci de cette structure qui n'est que dans sa logique diplomatique, dans sa logique de promouvoir les intérêts de la France, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. L'aspect culturel de la chose nous renvoie déjà aux pays comme le Ghana, le Sénégal, surtout le Ghana, qui s'est inscrit dans une logique où la promotion de certains de ces droits que la France estime être les droits et les libertés publiques comme celui des homosexuels, il y a une loi qui a été adoptée au Ghana qui vise à sanctionner de façon légale toute pratique allant dans ce sens. Et cette confrontation, sinon cette opposition culturelle fait que
c'est tout à fait compréhensible de voir la France et cette structure retirer ces pays comme le Ghana, comme le Sénégal et le Bénin, pourquoi pas, qui, même si dans son arsenal juridique ne s'oppose pas directement à la question, mais dans l'aspect culturel de la chose reste quelque chose d'assez difficile pour les populations autochtones, pour les Béninois, qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de pratiques qui s'opposent à cela. Et nous avons eu un incident récemment au Bénin avec ces personnes transgenres qui ont été victimes d'un certain fait. Donc nous comprenons d'une façon ou d'une autre, cette mesure vise à faciliter. Lorsque vous vous retrouvez retiré de cette liste, la mesure vise à faciliter le processus de demande d'asile. Et il a été notifié que les demandes d'asile vers la France venant du Bénin sont d'un taux d'environ 25%, ce qui montre une augmentation assez nette dans l'arsenal français. Donc lorsque vous êtes retiré de cette liste, déjà toutes les personnes sensibles qui se sentent menacées, qui sentent le fait que leurs libertés publiques sont menacées, ont le privilèges en griffe, ont des facilités dans leur processus de demande d'asile et de migration vers la France. Tout dépend des intérêts de chaque leader et de chaque État. Si le Bénin s'inscrit dans une logique de promotion absolue des relations entre la France et le Bénin va certainement trouver lors de ces ententes des dispositions à prendre pour se retrouver à nouveau dans cette liste qui n'est pas forcément une liste étatique. Donc le Bénin ne se retrouve pas forcément en train de mettre en danger ses relations diplomatiques avec la France. Le tronçon Carrefour-Aïtchédji, Carrefour satellite, presque impraticable en cette saison pluvieuse. Pour cause, le tronçon est dans un état de dégradation très avancé, un véritable calvaire que dénoncent les usagers de cette voie. Samson Oké, Romaric Devoshi. La voie Carrefour satellite, Carrefour Aïtchédji, dans la commune d'Abomey-Calavi, est complètement dégradée. Une situation qui devient de plus en plus compliquée pendant la saison pluvieuse et crée par conséquent d'énormes dégâts aux usagers. Comme d'habitude, pendant la saison des pluies, c'est tout un cauchemar pour les usagers de cette voie. C'est une voie qui est complètement dégradée. Il suffit de passer une fois seulement et on est fatigué, complètement fatigué. La voie, on parle un peu, c'est pas du tout bonne. S'il y a plu, il y a des gens qui tombent dans l'eau, il y a des choses qui renversent dans l'eau. Mais partout ça, il y a comme il y a inondation ici. Il n'y a pas de tout bon. C'est qu'il y a des bouts aussi, les véhicules rentrent dedans, ça ne sort pas. Mais les piétons aussi, c'est difficile de se passer pour le truc là. Pour les usagers, seul le gouvernement peut les sauver de ce calvaire. Ça ne va pas. Si l'État pouvait penser à cette zone et améliorer la voie pour les usagers, ça serait un peu bon. Sinon, ça ne va pas. Si l'État peut se rappeler de nous, usagers de cette voie, en orientant ces projets d'alphatage vers ici, ce serait les bienvenus. Selon les informations reçues auprès du chef quartier, ce tronçon est bien pris en compte par la prochaine phase du projet asphaltage. Mais en attendant, les riverains, aussi bien que les usagers, sont contraints à continuer de vivre ce calvaire. Actualité en dehors du Bénin, le Nigeria est une nouvelle fois touché par un enlèvement de masse. Dans la nuit de dimanche à lundi, 140 lycéens ont été enlevés dans leur pensionnat par des hommes armés. Cela se passait dans l'état de Kaduna. Les parents demandent de l'aide pour retrouver leurs enfants. C'est la troisième attaque en 3 jours dans la région. Des groupes criminels terrorisent les habitants pour avoir des rançons. Reportage. Les impacts de balles témoignent de la violence de l'attaque. Dans la nuit de dimanche à lundi, entre 1h et 2h du matin, des hommes armés arrivés à pied pénètrent dans le pensionnat du lycée Bethel à Chikoun, dans l'état de Kaduna. Au total, sur les 165 lycéens qui dormaient dans l'établissement, 140 ont été kidnappés, tandis que 25 ont réussi à s'échapper. Rassemblés près de l'école,
Les parents en colère contre les autorités attendent des nouvelles de leurs enfants. Nous parlons d'une seule voix. Nous avons condamné ce qui s'est passé et nous manifesterons et nous continuerons de manifester jusqu'à ce que nos enfants soient de retour. Nous continuerons de parler, nous ferons du bruit, nous appelons la communauté internationale, nous appelons toute personne qui est en position de pouvoir remédier à nos problèmes, de nous venir en aide. Nous ne recevons plus d'aide, venez-nous en aide. Le porte-parole de la police de l'État a indiqué que ces hommes avaient pris en chasse les ravisseurs et que l'opération était toujours en cours. Tandis que le président nigérian, Muhammadu Buhari, a ordonné dans un communiqué à l'armée, la police et aux services de renseignement d'œuvrer à la libération rapide de toutes les victimes enlevées. Une nouvelle attaque commise dans cet État, la 3e en autant de jours. Dimanche, une dizaine d'employés d'un hôpital ont été enlevés et 7 personnes ont été tuées dans des attaques sporadiques dans des localités voisines. Des agissements attribués à des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités. Dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, ils attaquent des villages, écoles ou universités, volent du bétail ou enlèvent sur les routes des personnalités locales et des voyageurs contre rançon. Mais contrairement à certains de ses homologues des États voisins, le gouverneur de l'État de Kaduna adopte une position ferme, refusant catégoriquement de négocier avec ces groupes armés et de payer les rançons demandées. 13 écoles de la région considérées comme vulnérables ont été fermées ce lundi par les autorités. Depuis début décembre, ce sont plus de 1000 enfants, adolescents et étudiants qui ont été enlevés dans une douzaine d'attaques. Certains d'entre eux sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Au Sénégal, 2 nouvelles lois adoptées pour lutter contre le terrorisme créent des tensions. Des ONG alertent sur certaines dispositions des lois qu'elles jugent liberticides. Plus de précisions avec nos confrères de RT France. Des lois dangereuses aux contours vagues qui pourraient être utilisées pour criminaliser les activités politiques pacifiques. C'est ce que dénoncent de nombreuses organisations humanitaires qui s'inquiètent de 2 projets de loi approuvés par l'Assemblée nationale sénégalaise. Ces lois qui modifient le code pénal définissent les actes terroristes comme incluant, entre autres, des actes susceptibles de troubler gravement l'ordre public, l'association de malfaiteurs et les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Elles rendent les dirigeants d'associations, de syndicats ou de partis politiques pénalement responsables des délits commis par leurs organisations, menaçant ainsi le droit d'association. Fin juin, des membres du parti de l'opposition ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour déterminer la conformité de ces lois à la Constitution sénégalaise et aux obligations juridiques nationales, mais aussi internationales. Il faut dire que ces nouvelles lois interviennent dans un climat de tension politique et d'incertitude accrue au Sénégal. La répression de manifestations pacifiques de grande ampleur en mars a fait 10 morts et des centaines de blessés. De nombreux activistes de la société civile, des organisations de la santé et d'autres groupes au Sénégal craignent que ces nouvelles lois antiterroristes n'aient un impact sérieux sur les libertés civiles et servent à restreindre davantage encore l'espace démocratique dans le pays. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.